Passer à un autre territoire, une autre échelle, et un autre département d'ailleurs. Pour autant, on a une réglementation du logement social, Monsieur Galtier, qui s'applique quelle que soit la taille des territoires, à quelque chose près. Hein. Alors, qu'est-ce qui, pour un maire d'une commune de 23 000 habitants environ, Manosque, qu'est-ce qui pose question au maire que vous êtes par rapport à l'ensemble des dispositions auxquelles vous devez souscrire? Bon, merci de cette question. Je tiens à remercier déjà pour l'invitation, comme l'a fait mon collègue David Itier. Vous l'avez dit, et M. Itier l'a rappelé, il y a le PLH, qui est une règle, mais le PLH doit aussi être en compatibilité avec tout ce qu'il y a au-dessus. Tout ce qu'il y a au-dessus, c'est le PLU, ou PLUI selon les territoires et les agglomérations métropoles, SCOT notamment, et éventuellement les SRADET qui ont été mis en place par la région. Et tout ceci complexifie d'autant plus la tâche des maires. Et j'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui, les maires peuvent avoir une idéologie, un volontarisme politique, mais il y a aussi le pragmatisme de devoir s'associer et être dans l'obligation de faire ce que les députés et sénateurs ont voté, qui est parfois complètement incompréhensible et surtout contradictoire. L'exemple aujourd'hui le plus problématique pour un maire, et je pense que quelle que soit sa commune, petit village de 1000 habitants, moyen, 25 000 à 40 000, comme peut l'être Salon ou la ville de Manosque, et très grand, comme la ville de Marseille, c'est la problématique de la loi SRU par rapport à ce qui a été mis en place dans les SCOT et dans les PLU ou PLUI, puisqu'aujourd'hui, et c'est notamment la problématique que nous allons avoir avec les bailleurs, c'est qu'on nous demande, et là c'est vraiment la problématique d'un département rural, qui est les Alpes-de-Haute-Provence, où moi, maire de Manosque, je me retrouve dans une ambiguïté très importante. C'est que Manosque, c'est une ville quasiment comme Salon, comme Vitrolles, hein, on s'en rapproche en termes de périurbain, où on doit construire des logements sociaux, où nous avons 2 quartiers politiques de la ville, avec 8000 habitants qui y habitent, où on doit restructurer le logement, parfois en détruire, parfois reloger. On doit faire des logements sociaux. Aujourd'hui, moi, la préfecture me demande d'en faire 300 sur les 3 prochaines années, 100 logements sociaux par an. Sauf que les 2 bailleurs sociaux principaux que j'ai dans mon département, HHP, Habitation de Haute-Provence, et Unicil, ne sont pas en capacité de me livrer 100 logements par an, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas les moyens financiers pour me livrer. Donc là, c'est la première problématique, c'est le besoin et les moyens qui ne sont pas en correspondance avec ce que l'on peut faire sur le territoire. Et ça, c'est une vraie problématique pour les maires que nous sommes, c'est que déjà, nous devons travailler sur l'évaluation des besoins et où est-ce que l'on peut les mettre. Et notamment où je pense qu'il devra y avoir à l'avenir des aides de la part de l'État, c'est dans la structuration de là où on veut mettre les logements sociaux, parce qu'on nous dit, et c'est un vrai débat d'ailleurs dans la présidentielle, de dire on doit tuer les ghettos, les déconstruire. Mais dans le même temps, vous prenez le prix des fonciers, et c'est là le nerf de la guerre pour les bailleurs sociaux, parce que quand un bailleur social vient et s'implante sur la ville, si cela n'appartient pas à la ville, et c'est souvent le cas, ce sont souvent des propriétaires fonciers privés, et vous allez vous rendre compte qu'un terrain foncier est beaucoup moins cher quand il n'y a que 10% de logements sociaux autour, 30% de logements sociaux autour, pardon, qu'un terrain foncier où il va y avoir 10% et où le prix va augmenter. Sauf que on va se rendre compte donc du coup que les bailleurs sociaux vont être forcément attirés vers ces terrains-là, parce qu'à un moment, il y a une logique économique. Et c'est tout ce que l'on ne veut pas, nous, maires, puisqu'on va concentrer encore du logement social dans ces zones-là. Donc je pense qu'il va falloir avoir une loi au niveau national qui nous permette d'encadrer notamment la question, et peut-être avoir aussi une compensation, parce que pour un propriétaire foncier, il ne comprendra pas pourquoi vendre à un bailleur à tel prix sera moins cher que de vendre à un promoteur. C'est là où il va falloir que l'on travaille, je pense, collectivement, pour établir besoins et moyens. Donc, question de régulation. Là, ce que vous pointez, c'est la difficulté face à l'imbrication des documents de programmation. Hein, comment est-ce qu'on articule cette chose-là quand on est sans doute une petite équipe au niveau de l'urbanisme et de l'habitat dans une commune comme la vôtre. Et puis, la double injonction qui consiste à dire faites-en, mais ne les faites pas là où il ne faut pas les faire. Avec la donnée du prix du foncier qui peut être un frein à la présence de bailleurs sociaux sur des opérations, enfin sur des acquisitions trop chères pour leurs moyens. Ça veut dire quelque chose autour de la régulation. Quels outils vous utilisez pour répondre aux besoins d'équilibre, de rééquilibrer le territoire tout en continuant à produire?
la nécessité de produire est évidemment importante parce qu'il y a un besoin de logement privé ou social, mais il y a un vrai besoin de renouvellement des logements en France. Et c'est aussi une activité importante pour toutes les villes à travers les entreprises qui y sont. Je prends l'industrie Manoskin, repose essentiellement sur le BTP, sur la voirie, sur ces entreprises-là qui font et qui sont en général de 60 à 100 employés qui font vivre le tissu économique local. Et ce sont aussi ces entreprises-là qui donnent des subventions et de l'argent à nos associations qui permet de vraiment d'être moteur de société. Donc c'est une vraie prise en compte pour le décideur public. Moi, je vois deux outils aujourd'hui à notre disposition. Le premier, c'est dans un PLU, faire ce que l'on appelle les opérations d'aménagement programmées. C'est ce que nous faisons, nous, à la ville de Manosque, puisque nous sommes en train de valider notre PLU. On a fait sur toute notre carte PLU plusieurs OAP qui permettent notamment de flécher le nombre en pourcentage de logements sociaux que l'on va avoir. C'est-à-dire qu'un opérateur privé, social, mais surtout privé, quand il va venir sur un terrain, il va avoir cette injonction de dire « je dois faire à minima 25-30% de logement social ». Et c'est ce qui nous permet, nous, derrière décideurs publics, de les mettre en relation avec les bailleurs sociaux pour pouvoir aller faire de la mixité sociale. Et là, ça devient intéressant. On contraint. La deuxième, je pense que ça va ravir Monsieur Itier, c'est la question par rapport au président de l'EPF, l'établissement public foncier, c'est d'aller bloquer des terrains en partenariat avec les collectivités. Et ça a été précédemment indiqué, ça va être la question à la fois du foncier libre, mais surtout la question du foncier bâti aujourd'hui dans les cœurs de ville. C'est là où nous devons aller, parce qu'il y a de la place, parce que aujourd'hui les lois font qu'on va être obligé d'ici 2050 à être à zéro artificialisation des sols. C'est-à-dire comment on fait. Donc il va falloir aller sur les cœurs de ville. Et moi, ce que je demande à chaque opérateur privé, dorénavant, c'est vous voulez une opération en extérieur qui va vous permettre de gagner de l'argent, et c'est logique, ben faites-moi une opération en intérieur. Ça ne sera pas de la même taille, hein, puisque évidemment, quand vous allez faire 40 logements en extérieur, ça va vous avoir une certaine rentabilité économique. Par contre, venez me faire 10-12 logements à l'intérieur de mon cœur de ville, reprenez-moi un îlot. Je donne la parole, parce qu'a priori, quelqu'un veut rebondir. Oui, je voulais simplement... Oui. Bah, écoutez, on va enchaîner très vite, mais oui. Simplement pour signaler que la métropole de Lille pratique déjà ce dispositif au nord de la France. Oui, là, on voit qu'on a à la fois des possibilités de régulation conventionnée, notamment sur les prix du foncier, etc. D'autres territoires le font, et puis une régulation partenariale basée sur la confiance et sur le phénomène de gagnant-gagnant, c'est-à-dire vous faites une opération effectivement en extérieur et vous faites une opération en cœur de ville parce qu'on a besoin de revitaliser nos centres. Vous amenez une autre dimension à cela, c'est que pour avoir des habitants, il faut aussi des commerces et des services. Sur le cœur de ville notamment, on voit bien que... C'est le cercle vertueux Oui. aujourd'hui, et ce qui s'est passé depuis les années 2000. Les commerces ont quitté les centres-villes parce qu'il n'y avait pas assez de clients, de prospects. Donc, derrière, on se retrouve à avoir le cercle vicieux, qui veut dire moins de commerce, donc du coup, les gens ne veulent plus y aller en cœur de ville parce qu'ils n'ont pas le commerce de proximité en toute proximité. Et derrière, on est vraiment dans quelque chose de très négatif pour les villes. Il faut inverser cette tendance-là. Le programme Action Cœur de Ville y répond en partie, mais ça va surtout dépendre de la volonté politique des élus de mettre de l'argent. Parce que, qu'on se le dise, il n'y aura pas d'opération gagnant-gagnant pour les collectivités, ça sera de l'argent perdu, parce qu'il n'y aura pas de rééquilibrage financier pour la commune. L'intérêt, en revanche, est de faire revenir des populations dans les cœurs de ville.